Merci à tous d'être venus et quelquefois de très loin. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et merci à la fidélité de certains qu'on retrouve toujours, de la plupart d'ailleurs. Merci beaucoup, on est très touchés. Nous allons d'abord parler de l'actualité et du programme de Terre et Famille dans les semaines qui viennent. Oui, dans les semaines, parce que le 15 juillet, donc le 15 et 16 juillet, nous avons deux événements à vous proposer. Le premier, c'est le 15 juillet, donc à 20h, je crois, la projection du film La Rébellion cachée. Peut-être que vous en avez entendu parler. Très, très intéressant et très beau documentaire, film avec des acteurs et donc Monsieur Rabourdin, Daniel Rabourdin, l'auteur de ce film, sera là pour venir nous raconter tout autour de son film. Enfin, on est très très contente de pouvoir faire venir Monsieur Rabourdin ici à Briand. Donc ce sera ici aussi. Donc c'est, je crois, vers 19h, je crois qu'à 19h, on a prévu de se retrouver pour partager un petit dîner et la projection du film sera à 20h. Et puis ensuite, vous pourrez poser des questions, enfin, ce sera un petit dîner voilà, à partager parce que l'auberge est fermée, désolé. Voilà, chacun un buffet partagé, comme il disait. Et puis le 16, le lendemain, le dimanche, au Manavox. Voilà, ah oui, alors donc c'est ça je pense que tu peux mieux en parler parce que je les connais moins bien. C'est Gérald Martin qui a créé au Manavox, c'est un ensemble vocal, là en l'occurrence c'est un chœur de 8 hommes qui vient chanter a cappella du grégorien en l'église de Briand à 16h, le 16 juillet. Voilà. Donc nous récapitulons, le 15 juillet à 19h, buffet partagé suivi de la projection de La Rébellion cachée et le lendemain, le 16 à 16h, facile, le 16 juillet à 16h, dans l'église de Briand. Dans l'église de Briand cette fois-ci, le concert d'Oumanavox. Donc nous allons passer à la conférence de Monsieur Jean Duchazot qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Merci. Vous avez donc, je dirais, travaillé à partir des travaux du docteur Jean Gauthier de Bordeaux, si je ne me trompe pas, et vous avez développé, en fait, ces travaux, vous les avez fait fructifier à travers votre spécialité de psychologue, et votre profession, et vous avez donné à ces travaux une dimension spirituelle également. Merci de votre présence à tous et de l'intérêt que vous portez aux conférences qui se déroulent ici régulièrement. Alors ce sujet que je vais développer un petit peu, c'est à l'emporte-pièce rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est un sujet un peu à part par rapport à l'ambiance peut-être habituelle, où ce sont plutôt des sujets d'histoire peut-être, ou même de spiritualité, ou de sociologie, que sais-je, ou même de géopolitique peut-être aussi. Ici, c'est un sujet concernant la connaissance de l'être humain, qui est passionnante, évidemment. On doit tous s'intéresser à l'être humain, que je sache, mais la connaissance de l'être humain pose un problème majeur. C'est l'aspect philosophique que j'aime développer, mais pas trop, pas trop, vous inquiétez pas. Il y a toujours un peu de philosophie dans cette approche, tout simplement parce que on ne peut pas connaître expérimentalement l'être humain, tout simplement parce qu'il possède une âme spirituelle, et que l'âme spirituelle, jusqu'à présent, ne fait pas partie de la connaissance expérimentale, scientifique. Et nous nous rabattons, enfin pas nous, mais les scientifiques officiels se rabattent alors sur une connaissance matérialiste, scientifique ou expérimentale, etc., avec des critères tout à fait classiques, l'expérimentation, la reproductibilité des expériences, etc. Cette manière de procéder pour étudier l'être humain, qui est un objet de science, pas comme tout le monde, justement, pas comme tous les objets de science, mais qu'ils considèrent, eux, comme un objet de science, comme tous les autres objets de science, quelle que soit la science des objets qu'on étudie, que ça peut être la mécanique des fluides, l'informatique, l'électricité, l'astronomie, ce que vous voulez, mais l'être humain, c'est un objet de science, on a le droit de l'étudier, simplement, voilà. Comme je vous le disais à l'instant, il est doué d'âme spirituelle.
Et l'âme spirituelle apporte un biais permanent à cette connaissance du corps. C'est ça que je dénonce depuis longtemps, mais si j'ai pu dénoncer cette connaissance, entre guillemets, alors, de l'être humain actuellement, surtout par les neurosciences, entre parenthèses, parce qu'il s'agit de connaître non pas les organes, mais de connaître les relations, peut-être les relations entre le corps et l'âme, en tout cas de connaître comment un être humain peut être intelligent, volontaire, affectif, etc. C'est ça qui est intéressant, n'est-ce pas ? Et ça a été l'objet plutôt, enfin en tout cas, la prérogative des psychiatres, des psychologues, enfin de toute une kyrielle d'hommes de l'art, qui ne sont pas forcément des scientifiques, qui ont capté cette connaissance pour la diriger, selon moi, hein, pour la diriger vers un domaine ou dans une direction qui était tout à fait pitoyable. Ce qui fait qu'on ne connaît rien. Alors on me dit aussitôt, mais comment on ne connaît rien ? Monsieur Duchazot, on a fait des progrès sensationnels depuis 50 ans en médecine. Ah bon ? Expliquez-moi un peu comment. Alors, je leur dis, est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une dépression nerveuse ? Ou si on s'adresse à un psychiatre, on lui demande, est-ce que vous savez, docteur, expliquez-moi un peu ce que c'est que la schizophrénie. Ah, alors là, c'est un problème. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une crise d'épilepsie ? Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination ? Qu'est-ce que c'est qu'un TOC ? Qu'est-ce que c'est que... etc. Le sommeil, la sexualité. Bref, quel que soit le domaine d'approche de la connaissance de l'être humain, tous ces gens ne répondent pas. Ils ne peuvent pas répondre. En fait, on ne connaît pas. Simplement, si on dit trop rapidement que la médecine a fait des grands progrès depuis 50 ans, c'est parce qu'on fait une confusion. On confond la science technologique, la technologie, appliquée à l'être humain, appliquée à la médecine. Et on confond donc cette performance avec une véritable connaissance de l'homme. En fait, on ne connaît pas ce que sont nos fonctionnements. Qu'est-ce que c'est qu'une fibromyalgie ? Allez voir le sort. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube sur tous ces problèmes. Et vous allez voir qu'il y a des problèmes vraiment véritables sur cette connaissance très problématique. Alors, qui était le docteur Jean Gauthier ? Un être humain, comme tout le monde, simplement, voilà, il est né hypothyroïdien congénital. Donc, il avait un petit handicap, enfin, qu'il a pas mal, atteint quand il était très jeune. Et puis, il était passionné par la médecine. On lui disait, tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas de vivacité, tu as une intelligence peut-être profonde, peut-être réfléchie, mais pas du tout adaptée, ni vive, ni rien. Alors il s'est quand même lancé, et au début de ses années médicales, le professeur Mongour, un professeur de l'époque, décrivait les états d'hypothyroïdie, tout simplement. On connaissait déjà ça, dès la fin du XIXe siècle. Et quand il a vu cette description, il s'est dit, voilà, je suis atteint de tout ce que ce professeur est en train de dire. Et à partir de là, il a eu l'espoir de se sauver, de se changer et de prendre de très forts extraits thyroïdiens, jusqu'à 1 gramme par jour. Et c'est à partir de cette expérience qu'il faisait sur lui de prendre de très forts extraits thyroïdiens qu'on fabriquait déjà, ça existait. Il y a des pharmaciens qui fabriquaient des extraits thyroïdiens à partir de dessiccation de glandes animales, etc. Et petit à petit, l'auteur Jean Gauthier se transformait. Il acquérait de la mémoire, de la sensibilité, de l'adaptation, de la vivacité. Et à partir du moment où il a constaté ces améliorations extraordinaires, il s'est posé la question suivante. Pourquoi nous dit-on que c'est le cerveau qui dirige tout, le système nerveux, le cerveau, alors que moi, je me transforme par l'adjonction ou l'administration d'extraits thyroïdiens. Voilà. Et ça a été la chic note de départ. C'est parce que cet homme est né avec un handicap qu'il a pu découvrir. Alors c'est là un peu le côté providentiel des choses, car s'il n'avait pas été atteint de ce handicap, il n'aurait rien découvert du tout. Autrement dit, son handicap, dis-je, était la chance de son génie. Voilà. Alors, il est devenu génial. Alors, pourquoi, comment ? Parce que d'abord, il avait un esprit de synthèse hors du commun. Il y a eu 2 époques dans sa transformation. Il y a eu les extraits thyroïdiens qu'il a pris pendant pas mal d'années, et je crois même qu'il en prenait, enfin je suis sûr, il en prenait encore quand je l'ai connu autrefois. Je l'ai connu entre 1961, j'avais 18 ans tout de suite, et 1968, date de sa mort. Il prenait ces extraits parce qu'un hypothyroïdien congénital a besoin de prendre en permanence, plus ou moins régulièrement, des extraits thyroïdiens. Entre parenthèses, ce problème, je ne sais pas, il y a des gens impliqués peut-être là-dedans, est tout à fait différent de ce qu'on appelle la maladie d'Hashimoto. Est-ce qu'il y a des gens atteints de la maladie d'Hashimoto ? Ah bon, ça va, faire ça. C'est soi-disant des hypothyroïdiens. Ça n'est pas le cas. On passe. C'est pas le problème.
Le docteur Gautier, donc, se transformait, mais il y a eu une seconde étape de sa transformation, c'est que dans les années 30, il a eu l'occasion d'utiliser les machines de Darsonval. Darsonval était celui, d'abord il a créé, c'est lui qui a fondé l'école de Supélec, c'était un ingénieur, c'était aussi un médecin. Et il a découvert à la fin du XIXe siècle les champs électromagnétiques, avec Tesla, enfin bref. Et les médecins, depuis le début du XXe siècle, ont utilisé ces machines à haute tension, c'était un peu particulier. Et pendant 50 ans, jusque vers les années 50, beaucoup de cabinets médicaux avaient ces machines. Et en 1930, le docteur Gautier utilisait pour lui, il voulait essayer, ces générateurs de champs électromagnétiques, et ça a été absolument extraordinaire pour lui. Alors, après l'exposé, je tâcherai d'expliquer un peu ce que c'est que cette méthode. Ça va faire le bouquet de l'exposé, si vous voulez. Il y a une méthode, il y a quelque chose de concret à apporter à un contenu, comme je le fais aujourd'hui, un contenu, une connaissance, que je vais essayer de vous livrer rapidement. Je dis toujours rapidement, mais combien j'ai au fait de temps? Il vous faudra au moins 1 heure. Bon, au moins 1 heure, ça va. Alors, mais il y a aussi donc une méthode. C'est la méthode qui est intéressante, non, avec la connaissance, mais la méthode a ça d'intéressant, c'est qu'elle peut aider à rééquilibrer tout le système endocrinien. Voilà. Alors, Gautier s'est transformé une seconde fois avec cette méthode, et c'est cette méthode que j'ai reprise en 1984, parce que je suis son disciple, je l'ai hérité par sa femme il y a 40 ans. Et donc, je continue ses travaux. Il m'a laissé la base, j'ai appelé ça l'endocrinopsychologie, je l'ai protégé à l'INPI, c'est un domaine qui m'appartient. Ça n'est ni l'endocrinologie, ça n'est pas non plus la psychologie seulement, c'est vraiment l'alliance des deux. Et ça représente alors cette sémantique, ce qu'est vraiment l'endocrinopsychologie, c'est-à-dire ce qu'est vraiment la connaissance authentique de l'être humain, c'est-à-dire connaître la relation entre le corps et l'âme, quoi. Parce que c'est l'âme spirituelle qui détient les facultés supérieures, c'est pas le corps. Hein, aimer, vouloir, penser, c'est pas le corps. Mais vous écoutez un scientifique ou un neuroscientifique ou un psychiatre du coin, vous lui demandez, mais docteur, c'est quoi l'intelligence, ça vient d'où, d'après vous, etc. Ah, mais dans le cerveau, etc. Aussitôt, c'est le cerveau. Pour eux, il n'y a pas d'hésitation, c'est le cerveau qui recèle toutes nos facultés, ce qui est, évidemment, sur le plan philosophique, complètement, comment le qualifier, faux, tout simplement, mais c'est un peu inénarrable de penser que nos facultés spirituelles sont matérielles, quoi. L'intelligence comme si ça n'était pas spirituel. Le cerveau est donc l'organe de l'intelligence. Donc je conteste totalement ça avec quelques bases tout de même, avec l'appui de quelques philosophes, notamment le professeur Bastide, qui est un aristotélicien de la faculté de Dijon, qui m'a fait une super préface, qui a tout compris, et ça m'a vraiment encouragé. Il faut bien que je ne sois pas tout seul, hein. Il faut que j'ai des cautions intellectuelles un peu. Bon. Alors, il faut passer. Donc le problème du cerveau est à mettre hors d'état de nuire. Mais on ne pouvait pas le faire sans la clé glandulaire. Dr Gautier apporte quoi? Il apporte la connaissance, mais très approfondie, des glandes endocrines. Nous avons l'hypophyse, la thyroïde, les deux surrénales et les génitales. Cette connaissance est prodigieuse finalement. Ah, je n'ai pas peur des mots, mais parce qu'elle dépasse largement la connaissance médicale des glandes. Il y a un certificat en médecine, 3 ans d'endocrinologie, mais qu'est-ce qu'ils savent? Je reçois des médecins parfois, hein. Je parle avec eux, mais ils savent presque rien, franchement. Je ne veux pas être non plus trop immodeste en disant qu'ils savent. Non. Mais cependant, c'est la vérité. Dans une conférence, il n'y a pas très longtemps, il y avait quelques médecins. Il n'y a pas de médecins là. Attention, je me méfie un peu. Hein. Là, il y avait des médecins, je le savais, des ostéopathes, enfin des paramédicaux. Et tout d'un coup, je dis, voilà, je parlais de la tension artérielle. Par exemple, je dis, la tension artérielle, c'est un mécanisme que j'explique, la surrénale, la thyroïde sont impliquées, et j'explique comment ça marche. Est-ce que, vous, docteur, qui était au premier rang, c'était un Marocain, mais il y avait des médecins qui venaient dans un congrès, etc. Pouvez-vous expliquer à tout le monde ce qu'est la tension artérielle, docteur? Il était quoi? Il n'a pas su expliquer ce qu'était la tension artérielle. Un médecin. Et pourquoi? Mais parce qu'on ne leur apprend plus. Et parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est que la tension artérielle. Quelqu'un va voir un médecin, il a de la tension, on va prendre le pachon, on va mesurer, oh là vous avez de la tension, on va donner un médicament anti-hypertenseur. C'est terminé. Moi je me fais fort d'expliquer les mécanismes. Pourquoi? Je ne suis pas médecin, je suis que psychologue, j'ai fait de la physio, mais je me fais fort dans l'approche que j'ai auprès de patients
d'expliquer, parce que ça me passionne d'expliquer, et que j'estime que c'est la moindre des choses que d'expliquer les mécanismes. Quelqu'un a mal à la tête, j'explique pourquoi. Quelqu'un a de la fibromyalgie, j'explique pourquoi. La fibromyalgie, j'explique pourquoi. Une crise d'épilepsie, j'explique pourquoi. Parce qu'avec le docteur Gautier, nous avons des explications absolument hors du commun. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. À peu près tous les mécanismes humains, tous les mystères fonctionnels humains trouvent avec le docteur Jean Gautier une explication. Et ça, c'est le plus extraordinaire. Donc le cerveau, vous avez compris, il ne recèle pas nos facultés supérieures. Et ça choque pas mal de gens. Hein. Même des gens très très bien pensants. Des gens qui sont dans des idées, mettons même chrétiennes ou spirituelles ou très bien orientés, ils vous disent « Ah, mais qu'est-ce que vous racontez ?» Parce qu'ils sont formatés. Et moi, je passe mon temps, enfin j'essaye de déformater, c'est-à-dire dans les formations que je donne, car je donne... Ah bien en effet, là, il y a un problème là. Il y a dans les cours que je donne, car je fais des formations, j'essaye de donner un esprit. Outre le contenu, je donne beaucoup de choses d'ordre un peu méthodologique, philosophique. Notamment la mise en cause de l'esprit de causalité. La causalité, attention. Ça, c'est très sacro-saint chez les scientifiques. Mais ici, nous ne sommes pas vraiment en science, à cause de l'esprit que nous devons considérer dans l'approche qu'on a. Si on n'a pas une approche de l'âme spirituelle, on est vraiment nul quant à une vraie connaissance de l'être humain. Vraiment. Je le dis, alors, quand je reçois des gens, surtout s'ils sont un peu scientifiques, ça dépend, il y a des ostéopathes, des kinés, des psychologues qui ont été un peu formatés, il faut le dire. Je me fais fort d'essayer de donner une orientation, une critique, j'essaye de l'étayer, de la difficulté d'affirmer que le principe de causalité est ce qui va nous donner la clé de la connaissance. Voyez. Dans l'être humain, non, ce n'est pas possible. Car c'est le principe, disait le docteur Gautier, le principe d'équilibre qui est le nec plus ultra de l'explication de l'être humain. On le sait, remarquez, mais on n'en profite pas. On sait que ce sont les homéostasies, c'est Claude Bernard, l'homéostasie c'est l'équilibre, que c'est les rétroactions glandulaires, on parle d'équilibre. Mais en réalité, il le développe, ce principe d'équilibre qu'il perçoit, il le développe sous l'angle causaliste. Donc c'est une contradiction. Donc il y a un problème de connaissance, et c'est la clé glandulaire qui va nous apporter plein de fécondité intellectuelle, de connaissances, et non pas les sciences actuelles, où vraiment, il y a un problème très grave. Maintenant, je vais parler rapidement, parce que ça avance très très vite le temps, la thyroïde. Je vais parler de l'hypophyse, des surrénales, et après on va finir par la génitale, qui est une glande absolument extraordinaire, la génitale. Elle n'est pas ce qu'on croit qu'elle est, mais on en parlera tout à l'heure. Donc la thyroïde déjà. Les Égyptiens la représentaient par un soleil devant le cou. Ils avaient une connaissance. Était-elle ésotérique? Était-elle naturelle? Était-elle spirituelle? J'en sais rien. Mais il y a 3000 ans, les Égyptiens représentaient la thyroïde par un soleil qui était présenté devant le cou, avec des rayons. Le dieu Ra, le soleil. La thyroïde est une glande solaire. C'est la glande de la vie, disait le docteur Gautier. Alors ça, c'est pas tellement connu. On ne la connaît pas bien, la thyroïde. On en parle tout le temps, mais on ne la connaît pas bien. La thyroïde est une glande absolument merveilleuse. C'est la glande de la vie, de tous les métabolismes, de toutes les actions physiques, de tous les mécanismes physiologiques, physiques, musculaires, organiques. Tout y passe, le foie, l'intestin, le cœur, le pancréas, tout ça c'est dépendant de l'état glandulaire, avec la thyroïde en priorité, puisque c'est celle qui donne l'oxydation cellulaire. Autrement dit, il n'y a pas de vie sans oxygène. Et la thyroïde est la glande qui va favoriser, on ne peut pas dire autrement parce que ce n'est pas celle qui apporte l'oxygène, c'est celle qui va être le catalyseur d'oxygène. Quand on respire, l'oxygène va être déversé sur nos globules rouges, mais c'est par la thyroïde que se passe ce phénomène. Elle règle la température. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps. Dans les cours, je le fais. Elle règle la tension artérielle. Elle règle le fonctionnement de tous les organes. C'est la glande de la vie, de l'adaptation des émotions et de la sensibilité. Et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes actuellement par rapport à ces glandes thyroïdes. Beaucoup de gens ont des problèmes de nodules, d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, vous savez bien, c'est classique, mais l'approche médicale est un peu lamentable, je dois le dire. Cette thyroïde est la glande de la vie, et pour le faire mieux comprendre, je dirais qu'elle est aussi la glande de la mort. Ah, bizarre. Oui, parce que si la thyroïde est dans le fonctionnement habituel et normal, elle donne l'adaptation, les émotions et la vie, quoi.
Mais si tout d'un coup, d'aventure, elle se met en hypofonction assez grave, eh bien, nous perdons l'adaptation, la sensibilité, la conscience. Nous tombons dans le sommeil. Le sommeil est quelque chose de naturel, mais c'est aussi une hypofonction thyroïdienne. Autrement dit, tous les mécanismes qui sont l'apparence de la mort, le coma, le sommeil, l'anesthésie générale, la narcolepsie, les crises d'épilepsie quand on perd conscience et on a des réactions nerveuses, etc. Tout cela est d'origine thyroïdienne. C'est une synthèse qu'a établie le docteur Jean Gauthier. Et à ce propos-là, un aspect méthodologique, philosophico-méthodologique, c'est d'affirmer que pour les médecins, ils cherchent tous une cause aux symptômes. Il y a autant de causes que de symptômes finalement, puisque c'est le principe sacro-saint des scientifiques, c'est la cause, on cherche la cause. Hein? En physique, si je mets, évidemment c'est de la physique quand même, une mie de pain sur le bout de mes doigts et que je fasse une chiquenaude comme ça, j'envoie la mie de pain à 4,50 m. Ça marche, le principe de causalité. Mais si je dis, je circule dans la forêt, j'ai une crise d'allergie, mais si c'était la même cause qui engendre le même effet, puisque c'est le principe, pourquoi celui qui est à côté de moi ou celle qui est à côté de moi dans la forêt n'a pas de crise d'allergie? La même cause n'engendre pas le même effet déjà. Ça veut dire quoi? Que la cause ne se trouve pas dans l'extérieur, comme dans le cas scientifique, parce que c'est le cas, mais se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça change tout par rapport au problème scientifique. La cause de nos maux ne vient pas de l'extérieur. Le stress, est-ce une cause? C'est un facteur très important de nos délabrements. Oui. Mais est-ce une vraie cause? Non. Parce qu'on est tous différents par rapport au stress. Pourquoi quelqu'un qui subit le même stress que quelqu'un d'autre, l'un est complètement malade et l'autre ne l'est pas? Parce qu'il résiste, parce que... Autrement dit, la cause véritable de nos perturbations intérieures ne se situe pas dans l'extérieur, mais dans l'intérieur. Autrement dit, on arrive toujours au problème de l'équilibre endocrinien, qui est la cause même de nos dysfonctionnements ou de nos fonctionnements corrects, en fonction de ce que nous sommes, en fonction de notre hérédité, en fonction de notre équilibre déjà, en fonction de notre vie. Parce que la vie, disais-je, commande les glandes. Alors ça, c'est encore une nouveauté. Les médecins ne disent pas ça. Hein. Vous êtes malade, alors on va chercher la cause, vous êtes malade, thyroïde, vous avez des nodules, vous avez un diabète de type 2, vous avez de la tension, vous risquez de faire un AVC, attention, on va vous donner un médicament anti-hypertenseur, etc. Est-ce que c'est vraiment une bonne médecine? Non, c'est un palliatif. Ça aide les gens, peut-être. Mais ça ne résout rien, parce que ça ne guérit personne. Donc la cause des maladies ne vient pas de l'extérieur, encore une fois, mais vient de notre équilibre, lequel vient de la vie. La vie, qu'est-ce que c'est? Ah, un problème encore ça. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, vous savez tous ce que c'est que la vie. Je me lève le matin, je vais au travail, je déjeune, je petit déjeune, je mange, je bois, je dors, je me repose, je suis fatigué, je vais en loisir, je vais en voyage. Bref, la vie. Mais la vie, il y a aussi un aspect moral très important. Alors j'en parle de ça, mais avec délicatesse, ça dépend à qui on a affaire, parce que vous avez des gens qui vous disent « Ah, avec votre morale, vous nous cassez les pieds ». Mais l'aspect moral n'est pas ce qu'on croit. Parce que les gens ont une idée de l'aspect moral des choses qui est un peu disons, qui n'est pas exact. Moral, c'est mal connoté, parce qu'ils voient les vétos, les interdits, et les gens qui ont refusé de suivre ce qu'ils ont reçu, s'ils ont été spirituels, chrétiens par exemple, ou religieux. Eh bien, lorsqu'ils ont refusé de suivre ces préceptes qu'ils avaient reçus, eh bien, ils sont devenus des gens libérés. Mais faussement libérés, puisque quand on suit des règles, c'est ça qui nous maintient en équilibre, c'est le problème. Donc, je disais, la vie commande les glandes. Et lorsqu'on est en un certain déséquilibre, c'est la vie. Et je le dis, je dis aux gens, ce n'est pas votre vie ne me regarde pas. Ça ne regarde pas, vous êtes libre. Mais ce qui me regarde, c'est de vous montrer la connexion qui peut exister entre vos symptômes. Je sais s'il y a des choses à dire là-dessus, mais en faisant attention, et la vie que vous menez. Il y a des vies complètement perturbées, des gens qui se droguent, qui ont, au point de vue moral, n'en parlons pas, enfin, c'est pas la peine que je fasse des dessins, mais la vie morale a son impact. Il n'y a pas que la vie morale, il y a des gens
qui ont une vie morale correcte, mais qui exagèrent, qui boivent trop de café, qui dorment que 3 heures par nuit, etc. Enfin, il y a aussi des problèmes d'exagération, d'usure de leur potentiel, qui amènent aussi des déséquilibres. Mais l'aspect moral est très important. C'est encore plus rapide dans la dégénérescence, entre parenthèses. Donc je dis, la vie commande les glandes. Les glandes ne sont pas là pour nous faire des ennuis, en fait. Quelqu'un qui a une maladie de base d'eau avec goitre, est-ce que c'est... D'où vient cette maladie, quoi ? Les médecins n'en parlent pas. Vous avez une maladie, on va vous soigner. On ne sait pas comment, d'ailleurs, parce qu'on casse la thyroïde, on donne des médicaments. Mais pourquoi y a-t-il un base d'eau ? Eh bien, écoutez, 10 fois sur 10, c'est parce que, souvent des femmes, mais enfin, il y a aussi des hommes, nous avons vécu des stress particuliers, des grandes émotions, des très grandes difficultés, soit très ponctuels, très forts, ou bien plus progressifs, moins forts peut-être, mais progressifs. Bref, la thyroïde alors, qui est la glande de la réactivité vitale, de la sensibilité par excellence, de l'adaptation des émotions, elle va se plier, elle va réagir quand c'est le cas, parce que souvent c'est aussi le contraire, elle se met en soumission fonctionnelle. Mais quand c'est la réaction, il y a base d'eau, maladie de base d'eau, c'est ça, mais ça ne vient pas de la thyroïde. La thyroïde, c'est une servante, elle n'est pas là pour nous embêter. Ça vient de la vie, ça vient des événements, ça vient des émotions, ça vient de tout ça. Alors là, c'est important à affirmer, les glandes dépendent de la vie. La thyroïde est la glande des émotions, disais-je, la réactivité émotionnelle, la glande du plaisir, tous les plaisirs, toutes les passions. On a dit, la zone du plaisir, ça se trouve dans le cerveau. La zone du langage se trouve là, la zone de ceci, la zone de cela. Tout ça, c'est à contester, parce que l'approche nouvelle avec l'endocrinopsychologie, c'est d'affirmer et d'essayer de le montrer que tout ce qui est de l'ordre humain est glandulaire. Voilà. Pour ça, j'ai demandé s'il y avait des médecins, parce que alors, ils vont être choqués, ils font un collapsus tout de suite. Hein. Tout ce qui est de l'ordre humain est glandulaire. Moi, j'ai des milliers de pages que m'a laissé le docteur Jean Gauthier, c'est énorme. C'est un travail absolument monstrueux qu'il a fait. C'est pas le bon terme, mais enfin, énorme, quoi. Et je travaille ça depuis plus de 40 ans, hein. Depuis que j'ai été soigné par lui, finalement. Enfin, un petit peu après, j'ai été opérationnel, mais enfin. Donc, nous avons dans ce corpus de connaissances qu'a laissé le docteur Jean Gauthier une somme inouïe de connaissances générales sur l'être humain, à la fois dans les maladies, dans les dysfonctionnements, dans nos facultés supérieures, dans toutes nos capacités de caractère. La thyroïde, puisque j'en parle et je passerai à l'hypophyse ensuite, c'est la glande non seulement de la sensibilité, de l'acuité sensorielle. L'acuité sensorielle, c'est un pur produit de la thyroïde. Quand on vieillit, on perd un peu d'acuité sensorielle visuelle. Parce que quand on vieillit, la thyroïde baisse de régime, c'est normal. Et non seulement l'acuité visuelle, mais aussi auditive, etc. Nous avons, par cette connexion entre la sensibilité et la thyroïde, une explication des baisses sensorielles. L'intuition, évidemment aussi. La glande du plaisir, disais-je, parce que nous sommes des êtres capables, évidemment, c'est ça l'ego, c'est que le plaisir, quel qu'il soit, tous les plaisirs que vous pouvez imaginer, c'est la thyroïde. C'est pour cela que les hypothyroïdiens congénitaux, les plaisirs qu'ils en ont, évidemment, parce qu'ils ont une thyroïde quand même, mais ils sont divisés par à peu près 10 ou plus. Les plaisirs sont très faibles, comme d'ailleurs leur vitalité, comme leur mémoire. La mémoire est directement connectée à la thyroïde, disait le docteur Jean Gauthier. Et ce plaisir, il faut pouvoir le vaincre. Il faut éduquer nos enfants. Hein. Tu manges, c'est le 8e bonbon que tu manges. Écoute, etc. Le bonbon, c'est un plaisir sensoriel, bien sûr. Bon, je ne parle pas de la sexualité, parce que ça, évidemment, c'est une grosse question. On en parlera un petit peu peut-être après. Les plaisirs. L'addiction, c'est quoi, l'addiction ? Alors, l'addiction, on en parle aussi dans les cours. L'addiction, on explique ça par le cerveau. Ça n'a rien à voir avec le cerveau, l'addiction. Si ce n'est qu'il y a la mémoire d'un plaisir qu'on veut renouveler. D'accord. Parce que la mémoire, c'est quand même dans le cerveau. L'addiction est un pur reflet ou fruit de la thyroïde, glande du plaisir. Et qu'on acquiert donc une sorte d'accoutumance à un certain plaisir, la drogue ou l'alcool, par exemple, et puis le jeu ou même le sexe d'ailleurs, qui fait qu'on va renouveler tout le temps des addictions, en tout cas des actions qui font quoi ? Qui excitent notre thyroïde, glande du plaisir. Et lorsque nous ne pouvons pas renouveler tel plaisir, par exemple, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas de drogue,
on est dans une véritable situation de non-vie ou de perte de vitalité, c'est insupportable. La vie est tellement quelque chose qui nous accroche que quand on sent que la thyroïde vitale, émotionnelle, sensorielle se met en hypofonction parce qu'on n'a pas l'excitation, vous avez des gens qui tueraient quelqu'un pour avoir leur drogue. Mais si on n'a pas la thyroïde pour expliquer, on ne comprend pas pourquoi. On le comprend d'une manière peut-être psychologique, mais on n'a pas l'explication glandulaire. La thyroïde est toujours absolument liée à l'addiction, pardon, j'ai dit la thyroïde. L'addiction est toujours liée à la thyroïde. Alors, je disais, glande de la mort aussi. Non, je vous l'ai dit, si la thyroïde s'effondre dans le coma, c'est un arrêt thyroïdien. On dit que l'organe auditif peut se maintenir, c'est très mystérieux, il y a des cas, mais on ne peut pas s'exprimer, on est comme mort, si vous voulez. À ce propos, je voulais vous dire qu'il existe des morts subites. Hein. La mort subite, c'est quoi? Tout le temps, on entend des cas de ce genre. Hein. Il y a eu plein de cas ces derniers temps. Regardez, Xavier Belin, le président de la FNSEA, à 58 ans, il s'effondre et il est mort. Des footballeurs récemment. D'où ça vient? Rupture d'anévrisme, c'est ce qu'on dit. Crise cardiaque. Ah bon, mais il n'y a rien au cœur. À 23 ans, on n'a pas de crise cardiaque, surtout si on est un footballeur. Gauthier dit, Dr Jean Gauthier dit que la mort subite, c'est tout simplement l'arrêt thyroïdien. On a tellement exagéré dans la vitalité de l'individu, dans les efforts, dans cette oxydation cellulaire exagérée, dans cette dépense énergétique toujours d'origine thyroïdienne, que des personnes s'effondrent mortes. Généralement, ces personnes ont des signes avant-coureurs, toujours. Mais ils n'en ont pas tenu compte. Par exemple, un malaise, 1 an avant, 2 ans avant, on a un malaise. On s'est arrêté une après-midi, une journée. Ce sont des signes que la thyroïde est vraiment, pas au bout du rouleau, mais donne des signes de fatigue très importants. Et si on ne fait pas attention à ces signes en se reposant, ayant une vie beaucoup plus douce ou en s'épargnant, etc., nous risquons cet arrêt thyroïdien. Gauthier dit ça il y a 70 ans. Hein. Alors, c'est quand même une connaissance à savoir. Autrement dit, mesdames, messieurs, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont moins jeunes, mais lorsque on exagère, lorsque on fait du sport, lorsque donc notre vie est obligée dans le sport ou bien dans les activités, quand on sent qu'on exagère, quand on sent qu'on est très fatigué, attention, c'est dangereux. Mais généralement, il y a ce signe avant-coureur, qui est quand même une sorte de protection. Malheureusement, certains médecins qui vous allez consulter, qui croient que c'est le cœur, ainsi que la personne qui a eu ces malaises, j'ai eu ce malaise et aussitôt c'est le cœur. Et le médecin ausculte le cœur, fait un électrocardiogramme par exemple, et il dit non, il n'y a rien au cœur en fait. C'est rare, surtout à cet âge-là, mettons 25 ans, si vous avez ce genre de... C'est pas le cœur. Il dit non, vous n'avez rien au cœur. Ouf, j'ai rien au cœur. Bon, ça va, alors je peux continuer. Très bien. Vous voyez, et c'est ça qui est dangereux. Si on a un malaise et qu'on va consulter un médecin, il faudrait qu'on sache, parce que lui ne saura pas, que ce n'est pas le cœur et qu'à partir du moment où on a eu un signe avant-coureur, il faut en tenir compte. C'est une chose que je vous dis pour votre gouverne. Maintenant, il y a une chose que je peux dire rapidement. Il faut que j'avance, hein, le temps passe, je suis désolé, j'ai qu'1 heure. Sinon, je vais me faire attraper. Donc, il y a le rapport de la thyroïde et du système nerveux. Alors ça, c'est passionnant. C'est encore une découverte d'auteur Jean Gauthier. Le système nerveux, je n'ai pas dit que ce n'était pas important. Hein. C'est le cerveau, bien sûr, et les périphériques nerveux, tous les filets nerveux. En fait, le système nerveux et le cerveau, c'est surtout la mémoire. Tout est stocké dans le cerveau. Mais pour qu'il y ait une engrammation dans le cerveau, pour qu'il y ait une mémorisation, il faut que nous ayons une bonne thyroïde. Et c'est pour ça que le docteur Gauthier n'avait aucune mémoire, et c'est le cas aussi des Mongoliens, on les appelle les trisomiques. Hein. Bon. C'est le cas des myxédémateux, donc des gens qui sont cliniquement atteints d'une hypothyroïdie et qui n'ont aucune mémoire. D'ailleurs, il n'y a pas que la mémoire, il y a aussi l'activité intellectuelle, mais surtout la mémoire. Le docteur Gauthier était sans mémoire, et c'est pour ça qu'il a eu une scolarité de petite enfance extrêmement laborieuse. Après, il s'est transformé. Mais il y a un rapport extrêmement étroit entre la mémoire et la thyroïde. Le système nerveux,
en fait, qu'est-il? Il est, selon l'endocrinopsychologie, il est le vassal du système de la thyroïde, du système nerveux en général, mais surtout de la thyroïde. C'est le système nerveux automatique. La mémoire, c'est un ensemble d'automatismes. L'automatisme de la conduite, l'automatisme, les réflexes généraux. Nous avons appris plein de choses et c'est devenu automatique. Et cet automatisme provient des enregistrements, lesquels ne peuvent se constituer sans la thyroïde. C'est pour ça que tous les hippos ont une mémoire très laborieuse. Et quand on leur donne de la thyroïde, je parle des hippos congénitaux, pas les Hashimoto ou ceux qui ont une hypo factice, j'en parle pas trop là, j'ai pas le temps. Eh bien, ceux-là ont une mémoire qui s'améliore à chaque fois qu'on leur donne des extraits thyroïdiens. Voilà. Le système nerveux est tel qu'il existe une balance, vous voyez, plateau gauche, plateau droit. Plateau gauche, je mets les hormones thyroïdiennes. Plateau droit, je mets les automatismes nerveux. Il y a un équilibre permanent. Nous avons tous besoin à la fois d'adaptation. L'adaptatif, c'est le glandulaire, le fluctuant, le conscient, et le nerveux, c'est l'automatique. C'est ce qui est enregistré. Une émission enregistrée, c'est quelque chose qui peut se... On sait à quel endroit se trouve un enregistrement ou une parole qu'on a prononcée au bout d'un quart d'heure. C'est automatisé. Tandis qu'une émission en direct, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est spontané. C'est pour vous faire voir la différence qu'il y a entre l'adaptatif, qui est glandulaire, et l'automatique, qui est nerveux et qui n'est pas adaptatif, justement. Donc, cet équilibre entre système nerveux et glande va se manifester de la façon suivante. Lorsque quelqu'un fatigue par le stress, les difficultés vitales, tout ce que vous pouvez imaginer, on ne va pas rentrer trop dans les détails, toute cette vie difficile que nous menons tous, plus ou moins, les soucis, les préoccupations, très embêtant les préoccupations, parce qu'une préoccupation, ça bousille la thyroïde en quelques temps. C'est comme si on mettait, comme je dis, comme image, qu'on mettait la pointe d'un vilebrequin mécanique dans la thyroïde et puis qu'on tournait. Qu'est-ce que vous faites, Ben, je fais ce que vous faites quand vous avez des stress en permanence et que vous ne luttez pas assez, enfin là c'est difficile, eh bien vous bousillez votre thyroïde, elle a des nodules, elle est en hypofonction, en hyper, enfin vous détruisez votre capacité adaptative car ces capacités viennent des glandes et de la thyroïde surtout. Si donc la thyroïde s'effondre parce que les fatigues se multiplient, elle va baisser de régime. Quand la thyroïde baisse de régime, c'est le cas quand on est fatigué, quand on rentre du boulot le soir, on a envie de dormir, ça c'est naturel. Mais quand ça prend un tour chronique, quand le sommeil devient de moins en moins bon, car le sommeil c'est la réparation de la thyroïde, car c'est une hypofonction thyroïdienne le sommeil. Quand donc le sommeil n'est plus le réparateur idoine de la thyroïde, nous finissons par ne plus bien dormir. À ce moment-là, on accumule une fatigue qui devient chronique, et c'est là que les automatismes nerveux se déchaînent. Il y a comme un érétisme, c'est-à-dire une excitation du système nerveux automatique chaque fois que la thyroïde baisse. Autrement dit, je vais faire un geste. La thyroïde est là, le système nerveux est là, par exemple. Eh bien, la thyroïde baisse, aussitôt, attention, vous avez un érétisme nerveux. Hop, si la thyroïde remonte, parce que vous êtes reposé, vous avez bien dormi, ça arrête le système nerveux. Donc l'équilibre est bien là, ça va. Mais si ça recommence, ça fait comme ça. Autrement dit, il y a une relation nécessaire entre la thyroïde et le système nerveux automatique. Donc, en conclusion, personne ne vous dira ça en parenthèse. En conclusion immédiate, tout ce qui est de l'ordre nerveux, tous les érétismes nerveux, sommeil paradoxal, hein, vous avez entendu parler de ça, hein, quand au bout d'1 heure et demie, l'électroencéphalogramme se met à s'accélérer alors que vous dormez profondément, là il y a quelque chose de bizarre. C'est un automatisme d'origine thyroïdienne. Lorsque Parkinson se met à trembler, c'est un érétisme nerveux d'origine thyroïdienne. Lorsque vous avez des paroxysmes nerveux des jambes, c'est aussi la même chose. Vous avez des jambes impatientes, c'est pareil. Vous avez l'épilepsie, la crise d'épilepsie par exemple, qui fait que quelqu'un s'effondre, inconscient parce que la thyroïde chute d'un seul coup. Vous avez aussitôt des contractions dites toniques, très grandes contractions, ça dure peut-être 30 secondes, 1 minute, et puis au bout de quelques secondes, non, au bout de ces 30 secondes, de tonus très important, les personnes, c'est connu, relâchent leurs sphincters vésicaux, urinent sous eux. C'est l'explication du Dr Gauthier il y a déjà plus de 60 ans, 70 ans. Et dès lors que cette fatigue surrénalienne, car cette tonus musculaire vient des surrénales, hein,
C'est une compensation, rapidement je vous dis ça, des surrénales. Le tonus vient des surrénales. Lorsque la thyroïde s'effondre, il y a une compensation des surrénales. Il y a donc un rapport étroit entre ces deux glandes, thyroïde, surrénale. Hein. Et la tension artérielle aussi, ça vient des surrénales. Au bout de quelques secondes encore, mettons une minute, eh bien, l'épileptique qui est dans sa crise, qui est inconscient, va avoir non plus des contractions dites toniques comme ça, mais cloniques. Le clonus, c'est une contraction par à coup comme ça. Et on voit la personne qui fait des coups comme ça, et sa thyroïde remonte à récipiscence. Et comme il y a une liaison entre thyroïde et conscience, et thyroïde, hypo et inconscience, il sort de son inconscience, et il ouvre les yeux, et il constate qu'il vient de faire une crise d'épilepsie. Voilà ce que c'est que la crise d'épilepsie. Écoutez, toutes les recherches faites depuis 60 ans sur l'épilepsie, c'est toujours le cerveau. Alors, ce qui est terrible, c'est que tout ce qu'on touche, tout ce qui concerne le cerveau, presque tout ce qui concerne le cerveau, peut avoir une réaction quand on fait une expérience, chez les animaux notamment, quand on pique des microélectrodes dans certains endroits du cerveau, comme l'hypothalamus, vous allez déclencher des mécanismes adaptatifs, la faim, la soif, la sexualité, et les savants, les scientifiques ou les physiologistes disent, voilà, on a découvert les neurones impliqués dans cette action. Mais ça n'a rien à voir avec les neurones impliqués dans l'action en question. Parce que c'est une mémoire enregistrée des actions glandulaires. La faim, c'est la thyroïde. L'appétence, c'est la thyroïde. C'est pour ça que quand on est en hypo, fonction thyroïdienne, les appétences sont très faibles. On n'a pas de vitalité. Donc il y a un parallélisme entre cette vitalité avec les appétences, le plaisir, les excitations, les émotions, et la thyroïde. Alors, l'hypophyse, alors ouais, j'ai fini, mais sinon mon exposé va durer trop longtemps, mais vous avez bien compris donc qu'il y a un rapport entre la baisse thyroïdienne et les excitations nerveuses. Autrement dit, tout ce qui est nerveux est d'origine thyroïdienne. Mais c'est une révolution, hein. C'est pour ça que les neurologues, ça ne devrait pas exister. J'ai dit ça un jour dans une conférence, il y avait 2 médecins disant j'ai pas fait attention. Ils n'étaient pas contents, mais je l'ai su qu'après, parce qu'ils sont un peu lâches, ils disent rien. Ils sont pas contents, il faut faire attention, hein. Ils ont des formations, il ne faut pas que je dise ça. C'était ma faute, je reconnais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, mais c'est vrai que vous dites ça à un médecin qui a appris pendant 7 ans que le système nerveux, il y a des spécialités neurologiques et vous dites que ça ne sert à rien, vous êtes un rigolo, quoi. Alors, faites attention. Alors, bon, rigolo, ça on me l'a dit déjà, mais c'est pas grave. Vous avez compris donc que la réaction nerveuse est toujours d'origine thyroïdienne, et déjà ça c'est une révolution. L'hypophyse, en 2 mots, hein, est une glande très importante aussi, peut-être un peu moins importante si on pouvait comparer, elles sont toutes importantes par rapport à la thyroïde, mais tout de même l'hypophyse c'est la glande qui apporte des éléments physiologiques, bien sûr. On a dit que c'était le chef d'orchestre, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est surtout la glande de nos capacités mathématiques. Vous voyez, quelqu'un qui sait calculer, bon, s'il est bon en maths, ça veut dire qu'il a une bonne hypophyse. S'il est nul en maths, ça veut dire que son hypophyse n'est pas tout à fait opérationnelle. Il a d'autres qualités, hein. On n'est pas obligé d'être fort en maths, ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, c'est une capacité que le docteur Gautier a bien découverte comme venant de l'hypophyse. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Comment Gautier a-t-il fait pour montrer qu'il y avait un rapport entre l'hypophyse et notre capacité à raisonner? Oui, le raisonnement. Calculer, bien sûr, mais le raisonner, juger, évaluer, estimer, quantifier, mathématiser. Enfin, toutes les notions où sont impliquées des caractéristiques de l'ordre analytique, c'est l'hypophyse. Ben, c'est simple. Quand une femme a ses règles, chez nous les hommes, on a moins d'exemples à donner à ce point de vue-là. Mais chez une femme, il y a les règles, tous les 28 jours. Il y a aussi la puberté, mais ça aussi c'est chez les hommes. La puberté, 12 ans par exemple, c'est l'hypophyse qui est à l'origine. La gestation qui prend fin au bout de 9 mois, c'est l'hypophyse par l'ocytocine, etc. Ben, c'est simple, enfin c'est simple. Quand on l'a découvert, c'est ça, mais pour le découvrir, il fallait réfléchir. Quand le docteur Gautier constatait, comme on sait ça depuis longtemps quand même, avant la guerre même, que le déclenchement des règles tous les 28 jours, c'est l'hypophyse. On le sait depuis longtemps. Et le docteur Gautier donc dit, mais
ce que peut faire le corps en faisant ce genre de calcul d'un temps donné, 28 jours, clac, comme mon appareil de radio, quand je mets mon stand-by à 7 heures, il sonne. Et pareillement, nous avons une sorte de stand-by, quand on est bien réglé, 28 jours, les règles se déclenchent. Ce que peut faire, disait Gautier, le corps, dans un déclenchement physiologique, pourquoi notre esprit ne le ferait-il pas? C'est intéressant parce que il voyait la relation étroite entre le corps et l'esprit. C'est intéressant quand même. Il n'y a aucune séparation entre le corps et l'âme, ça ne fait qu'un. Le problème, c'est qu'il y a deux principes. Un principe matériel, un principe spirituel. Ah, c'est compliqué. Les philosophes se sont arrachés les cheveux depuis longtemps. En fait, ces deux ne font qu'un. Parce que tant qu'on est vivant, il n'y a pas d'âme sans corps, ni de corps sans âme. Et il faut comprendre comment agissent nos facultés, comment peuvent-elles rester libres en étant liées au corps. Le corps, c'est matériel, donc ça répond au principe de causalité, plus ou moins à la matière. Mais l'esprit ne répond pas à ce principe. Il faut trouver le moyen terme pour expliquer comment je peux être intelligent, volontaire, adapté, espérer, aimer, enfin toutes les facultés que nous pouvons avoir, en étant lié à un corps. Eh bien, la réponse est simple, il fallait la trouver, c'est tout. C'est que, très loin de penser qu'il existe une relation de cause à effet entre le corps et l'âme, il y a une relation, oui, une relation de conditionnement. C'est-à-dire que le corps n'est pas causal, il est condition d'exercice. Sine qua non. On ne peut pas exercer nos facultés sans le corps, mais dans le corps, ce sont les glandes, parce que s'il n'y a pas la connaissance des glandes, on ne va pas comprendre non plus. C'est l'apport de l'auteur Jean Gautier qui a fait faire une sorte de sursaut, un pas de géant à cette approche. Donc, ce sont les glandes qui nous montrent que nos facultés sont opérationnelles, mais à la condition que nous ayons un équilibre glandulaire. L'équilibre glandulaire va être la notion principale de nos efficiences intellectuelles ou psychologiques. Si au contraire, quelqu'un perd l'équilibre, voyez, on est en déséquilibre. Ça veut dire que on n'est plus maître tellement de nous-mêmes. On souffre psychologiquement, affectivement, etc. Eh bien, à ce moment-là, nos facultés, petit à petit, vont dépendre du corps, voyez. Il va y avoir une sorte de dépendance du corps. Nous sommes faits pour être indépendants, puisque nous sommes libres. Nous sommes faits pour être indépendants, nous sommes des êtres libres. Donc nous ne pouvons pas dépendre du corps. Mais pour que s'exerce cette faculté de liberté, ce libre arbitre, il faut que je sois en équilibre endocrinien. Voilà ce qu'apporte l'auteur Gautier. Enfin, j'ai essayé d'approfondir ça. Si donc quelqu'un n'est plus en équilibre glandulaire, si je prends le cas limite de cette situation, c'est le malade mental. Le malade mental, c'est quelqu'un qui a perdu toutes les prérogatives qui font l'être normal, qui est capable d'aimer, de vouloir, de penser, de s'adapter. Et le malade mental, c'est tout à fait le contraire. Eh bien, c'est là, à partir de là, que je vais déboucher sur ce qu'est la glande génitale interstitielle. La glande génitale, c'est un gros morceau, c'est très intéressant, vous allez voir, est une glande inconnue. Il faut dire qu'il y a deux parties dans la génitale. Vous avez une partie reproductrice, avec les gamètes, mâles et femelles. Chez l'homme, c'est les canaux séminifères à l'intérieur du testicule. Chez la femme, c'est un peu différent comme anatomie, mais c'est le même principe. Et vous avez une glande endocrine, une hormone ovaire, donc ça veut dire la folliculine par exemple, et la testostérone. Ces hormones, on a toujours pensé depuis 150 ans qu'elles étaient sexuelles. La raison en est, et ça a été ça l'erreur énorme, qu'il y a une proximité énorme, une proximité de fait entre les deux parties glandulaires, la partie reproductrice et la partie endocrine. S'il y avait un schéma à faire, je vous montrerai ça, mais disons que dans le testicule, c'est plus facile à considérer, vous avez une pelote de canalicule à l'intérieur qui fabrique les spermatozoïdes chez l'homme, ça c'est la glande reproductrice, et vous avez dans les interstices, tout autour même, des cellules qui sécrètent l'hormone. Et on appelle ça la glande interstitielle. Et cette hormone, on l'a aperçue depuis très longtemps, peut-être plus de 100 ans en tout cas. Et les physiologistes, voyant cette proximité,
ne savaient pas exactement à quoi servait cette hormone. Mais c'est en voyant la proximité qu'ils ont conclu qu'elle était sexuelle, puisqu'il y avait la fonction reproductrice, il y avait cette fonction à côté interstitielle dont ils ne savaient pas à quoi ça servait, ils ont conclu que c'était sexuel. Manque de chance, c'est que le docteur Gautier a conclu, avec les travaux, d'autres travaux, qu'elles étaient si proches l'une et l'autre, parce que l'interstitiel est antisexuel. En fait, c'est le contraire. Et cette antisexualité de la génitale endocrine a été aperçue déjà par des vétérinaires qui, au début du XXe siècle, ont fait quelques expériences sur le rut animal. Quand ils prenaient un animal en état de rut, qu'ils observaient le testicule après une coupe, qu'ils regardaient au microscope, ils voyaient que les canaux séminifères étaient hypertrophiés dans le rut, mais que la glande interstitielle était totalement atrophiée. Dans le rut, l'instinct sexuel animal, il n'y a pas d'hormones sexuelles. Et quand ils ont fait l'opération avec un animal en état de repos, ils ont vu exactement le contraire. Ils ont vu que la glande reproductrice était atrophiée, les canaux séminifères étaient tout à fait sans fonction, mais que la glande interstitielle était hyper développée. Il y avait là manifestement la preuve que la glande interstitielle était antisexuelle. Et c'est à partir de cette connaissance de l'animal, et puis la réflexion qu'a faite le docteur Gautier, à plus d'un titre, on ne va pas rentrer trop dans les détails, j'ai pas le temps, que par analogie, il a pu montrer que notre volonté était conditionnée, puisque j'ai parlé de conditionnement et pas de causalité, par la glande interstitielle. La capacité volontaire d'un être humain est une capacité de notre esprit, bien entendu. C'est mon âme spirituelle qui exerce une capacité de ce genre. Mais sans le corps et sans la connaissance endocrinienne, je ne peux donner aucune explication de cette faculté. Ça n'existe pas. Or, qu'est-ce qu'il faut affirmer ici ? Eh bien, que cette faculté que j'ai d'exercer ma volonté me vient de mon âme, ma liberté, parce que quand je dis je veux, c'est pas mon corps, c'est pas ma glande. Sinon, je perds le libre arbitre. C'est mon libre arbitre, oui, mais par le biais de la glande génitale. C'est là qu'on voit la suggestion de la glande génitale, à propos de la volonté, en tout cas, par rapport à cette faculté. Lorsque on considère des êtres comme les schizophrènes ou des êtres atteints mentalement, nous constatons une chose. Ça, tous les psychiatres l'ont dit depuis très longtemps, 100 ans. Actuellement, c'est perdu, toutes ces connaissances. Eh bien, qu'ils possèdent ils possèdent tous les malades mentaux, 4 caractéristiques négatives. Ils n'ont plus d'attention, ils n'ont plus de volonté, ils n'ont plus d'altruisme, et ils n'ont plus de facultés, des facultés psychologiques supérieures comme l'analyse, la synthèse. Et tous les psychiatres étaient d'accord, mais ils ne savaient pas d'où ça venait. Et le docteur Gautier a affirmé que ces qualités négatives que possède tout malade mental, sans exception, avec des nuances, parce qu'il y a plein de nuances, ça s'appelle la nosologie des maladies mentales, eh bien posséder une atrophie constante, partielle ou totale, de leur glande génitale endocrine, interstitielle. Ah, ça c'est extraordinaire. Alors ça a été confirmé plusieurs fois, mais c'est perdu. En fait, tout cela n'est pas du tout actuel, je vous dis tout de suite. Alors, ces schizophrènes ou ces malades mentaux, on constate donc qu'ils n'ont plus de volonté. Moi, j'en ai eu quelques fois, des gens comme ça. Et ils constatent que... Enfin, oui, lui et moi... Enfin, moi, j'interroge. Et les gens me disent, j'avais de la volonté. Ouais, depuis un certain temps, j'ai plus de volonté. À couper au couteau. Donc, il y a là une manifestation d'une faculté qui existait et qui n'existe plus. Pourquoi ? Ça, c'est très intéressant. Eh bien parce qu'ils ont vécu un peu n'importe comment et que ça a contribué à une sorte d'atténuation assez grave de la glande génitale interstitielle. Le problème de libre arbitre, finalement, le libre arbitre, c'est quoi ? C'est la faculté que j'ai de choisir le bien. En fait, c'est ça en philosophie. Puisque je disais qu'en plus, la vie commande les glandes. Si, dans ma vie, je choisis toujours, par exemple, des situations qui ne sont pas celles du bien, je choisis de voler, enfin ça dépend du niveau des gens, mais c'est schématique, mais je choisis de ne pas vivre selon une harmonie que
dont pourtant j'ai connaissance, mais je veux choisir ce mâle. Parfois, c'est pas qu'on le choisit, c'est que par faiblesse, on opte pour cette solution. Mais les conséquences dans nos glandes sont là, sans coup férir. Autrement dit, le libre arbitre, c'est la faculté que j'ai de choisir. Mais choisir le bien, parce qu'on ne sait pas choisir entre deux choses secondaires, comme le chocolat noir ou le chocolat blanc. C'est vraiment choisir le bien. Et je dis que si nous choisissons le bien dans notre vie tout le temps, eh bien nous allons faire en sorte que dans notre corps, nous développons notre glande génitale interstitielle. Et plus nous faisons des actes volontaires, des réglages intérieurs, émotionnels, des contrôles de nous-mêmes, des maîtrises que nous mettons en œuvre, nous développons notre glande génitale et partant notre équilibre. Pourquoi ? Parce que la glande génitale est, comme disait le docteur Jean Gauthier, la glande de notre équilibre personnel. Comment vous montrer ce fait ? Eh bien, j'ai encore un peu de temps. Lors de la première puberté, car il n'y a pas que la puberté de 12 ans, il existe une première puberté que tous les médecins connaissent sans la connaître. Ils connaissent le phénomène, mais ils ne connaissent pas le but. Tout enfant qui vient au monde, au bout de quelques jours, vers 8 jours, entre dans une phase d'excitation glandulaire. Ça se voit par les organes génitaux externes qui sont tuméfiés. Ça peut se remarquer, moi je l'ai remarqué. On ne fait pas attention souvent, les mamans font pas. Mais on peut remarquer aussi une sorte de tuméfaction au niveau des glandes mammaires. Et c'est connu depuis très longtemps, mais on ne sait pas, on ne sait plus. Ce mot puberté avait été donné au début du XXe siècle. Ce qui fait que ce phénomène qui est si important passe inaperçu. Quel est son but ? C'est pas la sexualité, vous avez bien compris, pas à cet âge-là. C'est l'équilibre endocrinien. Mais alors pourquoi ? Parce qu'un enfant qui vient au monde, s'il n'est pas en équilibre endocrinien, alors que la gestation s'est bien passée, il y a un problème. Eh bien la raison en est que dans un fœtus, 3 glandes fonctionnent sur 4. C'est connu en physiologie. Vous avez l'hypophyse qui fonctionne au 3e mois, fœtal. La thyroïde, fin de 2e mois, les surrénales, 3e mois, la génitale n'est pas formée. Elle est simplement ébauchée, mais depuis très longtemps en physiologie, on sait qu'elle ne met pas d'hormones. Lorsque l'enfant vient au monde, alors il est comme une voiture à 3 roues. Il est de guingois, il faut absolument que se stimule cette fameuse glande génitale. Il se trouve que l'excitation génitale en question, ça n'est pas la reproductrice. Cette lignée sexuelle à cet âge-là est comme totalement endormie. Il s'agit d'une excitation de l'hormone génitale. La testostérone, c'est un garçon, la folliculine, c'est une fille. Cette hormone est donc nécessaire à l'équilibre glandulaire, puisque c'est elle qui vient parfaire l'avènement des fonctionnements endocriniens. Il manquait une glande, et quand la génitale est excitée pendant 3 semaines après les 8 premiers jours, ça commence vers le 8e jour, le docteur Gauthier l'a nommé la glande de l'équilibre. Et à partir de cette connaissance que la glande génitale, la glande de l'équilibre, il était aisé de penser qu'elle allait nous donner toutes nos facultés les plus éminentes. La volonté, l'intelligence, la sagesse, la maîtrise et le spirituel. D'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila ne disait-elle pas « Quand on prie, il se passe quelque chose dans le corps ». Elle a dit ça. C'est vrai que j'avais lu la totalité des œuvres de Sainte Thérèse, mais enfin, je ne sais plus où c'était. Alexis Carrel a dit la même chose. Dans le corps, il se passe quelque chose quand on prie. Nous sommes des êtres spirituels, mais pas des animaux. Donc le fait de prier, le fait d'élever son âme, vous impactez quelque chose dans vos glandes endocrines, ça concourt à votre amélioration générale, aussi à votre volonté, pourquoi pas. Donc il y a des rapports constants entre nos attitudes spirituelles, psychologiques, évidemment physiologiques aussi. Par les glandes, nous avons la synthèse fonctionnelle de l'être humain. Cette génitale a donc un statut à part. C'est la glande de notre équilibre et de notre volonté. Et surtout notre glande de notre capacité d'amour. On est des êtres qui sommes faits pour aimer. On nous a toujours dit ça. L'amour, on le fête dans les chansons, dans les littératures depuis toujours. Partout, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour est dévoyé, d'accord, mais l'être humain est fait pour aimer.
Qu'est-ce que l'amour? Non. Qu'est-ce que la volonté, plutôt? Non, comme vous voulez, parce que c'est la même glande qui s'occupe des deux. L'amour, c'est aimer, quoi. C'est vouloir le bien de l'autre. Alors, ça implique le mot vouloir. Et oui, c'est très important. C'est obligé, c'est la nature. On constate tous les jours que aimer, c'est vouloir le bien. Si quelqu'un est attiré, si je parle des relations hommes-femmes au début, quand ils vont se marier, les fiancés, toutes ces relations-là, c'est connu. Bon, est-ce que c'est l'amour? Non, c'est une attirance. Et elle vient de la thyroïde, glande du plaisir, de l'attirance, de la sympathie, comme de l'antipathie aussi d'ailleurs. Ça doit se transformer en amour. Au début, c'est pas de l'amour. On dit je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais c'est petit à petit que l'amour va se forger parce qu'on s'attache et parce que notre attirance va devenir une capacité de vouloir le bien de l'autre. Comme par hasard, cette capacité d'aimer, c'est la même que la capacité de vouloir, parce que ça vient de la même glande. Quand je dis ça vient d'eux, attention, c'est une façon rapide de penser et de parler. Parce que sinon, ça voudrait dire que la volonté vient de la glande. Non, c'est le conditionnement. Je dis que c'est le même conditionnement qui fait que j'aime ou je veux. Conditionnement génital interstitiel. Je vous avais un petit livre remarquable, La chasteté ou le chaos, qui vient exactement confirmer toutes ces données. Je suis admiratif. Par intuition, notre amie ici présente a bien cerné la question. La chasteté, oui, cette vertu magnifique, qui est la capacité de dominer nos tendances premières, notre nature, si vous voulez, dans cet ordre-là, mais il n'y a pas que cet endroit-là, mais en tout cas là, va développer notre glande génitale interstitielle. Et c'est quand on développe par l'usage qu'on fait de notre volonté, notre sagesse intérieure, de notre régulation émotionnelle toujours, que nous sommes assurés de développer non seulement notre équilibre, mais notre santé, notre bonheur personnel. Parce que le bonheur personnel réside dans cet équilibre qui fait qu'on est bien dans sa peau, bien dans sa nature, incarné, parce que la désincarnation, on en parlait, c'est une sorte de mal. On se désincarne parce que on s'hyper-intellectualise, on perd la notion du réel dans la terre dont on parlait aussi, cette réalité qui nous équilibre aussi parce que nous sommes corps et âme, voilà. Et qu'on ne peut pas se désincarner parce qu'on ne devient qu'esprit, mais alors l'esprit, quand il n'est plus régulé par les valeurs d'équilibre, qu'est-ce que ça donne? On le voit tous les jours. Bon. Voilà. Je suis content de moi parce que j'ai pratiquement fini. Oui, parce que vous voulez faire des coupes, hein, des coupes sombres. Je voulais juste vous dire qu'il existe une méthode d'équilibre glandulaire. Je vous en ai parlé au début. Dans ce générateur que j'ai fait fabriquer, ça a évolué plusieurs fois depuis une dizaine d'années. Et actuellement, il y a des machines très au point que j'utilise d'ailleurs à Paris et qui permettent de faire cet équilibre glandulaire. Comment ça marche en 2 mots? Après, s'il y a quelques questions, avec plaisir, je répondrai. Eh bien, c'est simple. Par des plaques abdomino-dorsales, on subit l'action d'un champ électromagnétique. C'est pas grave, c'est pas dangereux, hein, parce que si c'était 3 gigahertz, oui, ça serait dangereux. Mais c'est quelques mégahertz, ce n'est pas dangereux du tout, au contraire. Eh bien, ça sollicite nos glandes, obligatoirement. Parce que les glandes sont nos organes d'adaptation, et quand il y a un générateur qui est en train de solliciter notre corps, ce sont les glandes aussitôt qui réagissent, et elles réagissent dans le sens de l'équilibre, parce que c'est leur pente naturelle que de fonctionner les unes par rapport aux autres dans un équilibre réciproque. Et ça marche vraiment bien, on a vraiment des résultats très, très intéressants, mais encore une fois, ce n'est pas une panacée non plus, puisque la cause de la transformation des gens, elle réside dans les personnes et non pas dans la machine. Hein. Alors, il faut donc trouver des gens qui sont d'une réceptivité suffisante. Il y a beaucoup de choses, ça marche bien en général. Mais il ne faut pas penser que c'est une panacée, la machine, aussitôt les gens se transforment. Non, ça dépend. Alors ce que je dis aussi, pour être fidèle à mon langage du début aussi, c'est que je dis aux gens, attention, ce n'est pas la machine qui va vous équilibrer, hein. C'est vous qui devez vous équilibrer par la machine. Parce que la machine devient un moyen quand ils viennent faire ces séances. Il faut bien penser qu'on ne peut en aucun cas
chanter le libre arbitre. Le libre arbitre est sacré, c'est notre liberté profonde. Dieu nous respecte notre liberté. Alors, a fortiori, je ne veux pas dire faites ci, faites ça. La liberté, c'est sacré. Alors, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? La machine en question, qui s'appelle l'Equilios, Kios 5. Elle vient en fait réparer tout simplement les conséquences de notre vie qui a été plus ou moins difficile avec les stress, les difficultés nombreuses de tout un chacun, je ne rentre pas là-dedans. Ça a impacté nos glandes endocrines, on a des difficultés de tous ordres, physiques, physiologiques, psychologiques, tout ce que vous voulez. Nos glandes se sont un peu pliées, nous avons des problèmes divers, émotionnels, on dort plus, on a des problèmes sexuels, des problèmes émotionnels, peu importe. Eh bien, la machine en question vient essayer de réparer ces conséquences de notre vie en réglant les glandes. Et les gens vous disent, c'est incroyable, j'ai beaucoup plus de volonté qu'avant, je range ma maison alors que je suis bordélique chez moi, pardon pour le langage. Ça m'a été dit comme ça. Hein. Il y a des miracles de ce genre, vous voyez. Mais ça, par exemple, la personne qui est très en désordre chez elle, qui se met à ranger, comment ça se fait? C'est un effet de la volonté, c'est un effet du fait que quelqu'un qui se régule va éprouver une sorte de désir ou de propension à ranger sa maison, à ne pas accepter qu'elle soit en désordre. C'est négatif le désordre, c'est une paresse. J'en ai marre, je range plus. Tout d'un coup, je supporte plus et je range. Alors, j'ai eu plusieurs fois le cas. Donc, j'ai eu encore un cas extraordinaire. Enfin, c'est moi qui le dis. Une personne qui venait faire des séances, elle vivait à la Colle, elle était divorcée, elle avait plus de 50 ans, elle avait un amant, enfin tout ça. C'est quelqu'un qui voulait m'aider, qui était éditrice et qui voulait m'aider pour l'édition il y a quelques années. Et puis elle fait des séances, elle voulait essayer la méthode, parce qu'elle voulait s'occuper un peu de la méthode, ça l'intéressait pour vendre des livres. Hein. C'était pas tellement désintéressé, mais... Et elle me dit ceci un jour, elle a fait 3 séances. Enfin, la première séance, ça s'est bien passé. La deuxième, je l'ai mis, elle était vraiment fatiguée, on a été trop fort, je voulais un peu accélérer le processus, je l'ai mis sur les rotules. La troisième, alors, je crois que c'était à la fin de la deuxième, en fait, parce que je crois qu'elle a fait que 3 séances. Peu importe, c'est pas ça, mais elle me dit ceci. Ce qui est curieux, c'est que quand j'ai fait les séances, je comprends pas pourquoi, j'ai plus envie de voir mon amant. Et le téléphone portable a sonné, j'ai vu que c'était lui, j'ai coupé, je voulais pas le voir. Voilà, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai pas expliqué. Mais qu'est-ce que je pense? Je pense que lorsqu'on fait ce genre de méthode, quand c'est adéquat à une personne, parce qu'une personne, c'est une personne, hein, on n'est pas dans la causalité, là, c'est une personne qui avait besoin de quelque chose, elle fait des séances, on stimule sa génitale interstitielle, parce que c'est le cas de ces méthodes, de ces séances, la stimulation de l'interstitielle. Là, c'est ce que j'ai pas dit d'ailleurs, je n'ai pas assez dit ça. Et elle me témoignait du fait que tout d'un coup, elle avait une sorte de régulation interne, elle voulait plus voir son amant. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est coupé au couteau, c'est une vérité. Elle comprenait plus pourquoi. Nous stimulons la génitale qui est antisexuelle. Non, ça ne veut pas dire que quand on fait des séances... vous avez compris, hein? Non, attention. Quand on est dans l'harmonie, quand on est dans la vérité, entre hommes et femmes, notamment, il n'y a aucun problème, évidemment. C'est lorsque nous choisissons des vies un peu tordues qu'il y a des problèmes glandulaires aussi. Ça, c'est possible. Alors voilà ce que je voulais vous dire. La méthode, donc, ce que je n'ai pas dit peut-être avant de finir, c'est que la méthode en question opère ce que le docteur Gautier a appelé la puberté artificielle. Qu'est-ce que la puberté artificielle? Ça veut dire qu'on refait le mécanisme de la puberté à chaque séance. En une demi-heure, ça dure à peu près 1 heure, une séance, on refait ce mécanisme. Quel est-il? La méthode en question, l'action de ces champs magnétiques, stimule l'hypophyse, glande horloge, laquelle stimule en ricochet et la thyroïde et les 2 surrénales, et les 3 viennent stimuler la glande endocrine, génitale. Entre parenthèses, qu'on n'aurait jamais dû appeler génitale, puisqu'elle n'est pas génitale. Ce sont les physiologistes de l'époque qui l'ont appelée génitale en raison de la proximité avec la glande reproductrice. On n'aurait jamais dû l'appeler génitale, elle n'est pas génitale. On aurait dû l'appeler un autre nom, on aurait dit, par exemple, endostasie ou l'équilibrine, ou des choses comme ça, vous voyez, parce que c'est la glande de l'équilibre. Alors ça, c'est la grande erreur, mais tant pis. Donc cette machine-là favorise d'une façon fondamentale et spécifique la stimulation de notre glande génitale interstitielle. Et c'est pour ça que les personnes s'équilibrent. Et c'est à couper au couteau, franchement. J'ai fini.